Bonjour, aujourd'hui vidéo questions-réponses parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sans forcément vouloir prouver quoi que ce soit, juste répondre de manière la plus simple possible à des questions qui ont été posées dans les commentaires et puis réagir aussi à certaines choses qui sont dites sur les vidéos des partisans de la Terre plate. Alors, je voudrais d'abord revenir sur 2-3 petites choses qui ont été montrées et dites lors du live de Monsieur Nenki du 19 mai, dans lequel on a pu voir certaines choses qui ont déjà été relevées, corrigées, expliquées, mais je vais revenir encore une fois, non pas pour leur prouver qu'ils ont tort, mais simplement pour leur expliquer d'une manière claire ce qu'ils ont mal compris, ou leur montrer qu'ils partent sur une mauvaise idée. Donc si vous regardez la vidéo de ce live, vers 8 minutes, il commence en montrant, alors il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de chez moi, merci. Il commence par montrer une vidéo d'un soleil couchant et ils essayent d'expliquer que le soleil diminue, enfin, que sa taille diminue au fur et à mesure qu'il avance. Donc ils font des ronds rouges pour montrer qu'il est gros et plus il s'éloigne, plus il rapetisse. Alors je ne vais pas revenir sur ce sujet, ça a été fait par Fred Aves qui a fait une vidéo pour montrer que si on place une lentille entre l'objectif qui filme et le soleil, on arrive à voir la vraie taille du soleil et que en regardant le soleil s'éloigner, il ne change absolument pas de taille. Donc le changement de taille du soleil que l'on vous montre dans ce live n'est ni plus ni moins que l'éclairement du soleil qui va diminuer, et donc l'objectif qui filme n'est pas capable de focaliser sur le soleil parce que la luminosité est beaucoup trop forte. Donc quand le soleil est haut dans le ciel, la luminosité est telle que l'objectif voit un gros rond blanc. Et plus le soleil va s'éloigner en se couchant, plus il va devoir, plus sa lumière, la lumière qui vient vers nous, va devoir traverser une couche d'air importante. Et donc la luminosité va décroître. Et en diminuant, la luminosité fait que l'objectif de l'appareil qui filme arrive à préciser la taille du soleil parce que la luminosité diminue. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le soleil diminue en s'éloignant. Mais c'est faux, le soleil a toujours la même taille. Il faudrait faire, pour prouver cela, pour montrer que ce n'est pas vrai, une vidéo de la même manière que leur vidéo d'un soleil couchant, mais en gardant la lentille devant l'objectif. Donc Fred, si tu as le matériel, est-ce que tu pourrais faire une vidéo d'un soleil couchant en bord de mer en gardant la lentille devant l'objectif pour bien montrer que le soleil ne change pas de taille entre le moment où il est haut dans le ciel et le moment où il va disparaître derrière la courbure de la Terre, ou à l'horizon suivant leur perspective, mais ça j'y reviendrai aussi, parce que ce n'est pas explicable physiquement. Donc ça c'était le premier point. Toujours dans ce live, vers 44 minutes, on nous montre une vidéo de quelqu'un que je ne connais pas, dans laquelle il essaye de trouver des éléments allant dans leur sens et montrant des choses fausses par rapport à ce qu'on pense. Donc la première des choses qu'il montre, à 44 minutes, c'est une image d'un astronaute sur la Lune à côté du drapeau, où il est marqué, donc elle est décomposée en deux parties, en haut ce que l'on devrait voir et en bas ce que nous voyons. Donc le but de cette image est de nous dire, normalement, on aurait dû voir les étoiles et
et la galaxie, la Voie lactée, dans le ciel de la photo. Or, la photo nous montre un ciel complètement noir. Alors, je vais répondre par un élément tout bête. Lorsque vous faites une photo sur Terre de jour, est-ce qu'on voit les étoiles et la Voie lactée? Non. Quand vous faites une photo de nuit, est-ce que vous voyez les étoiles et la Voie lactée? Oui. La photo qui a été prise sur la Lune avec l'astronaute et le drapeau a été prise de jour. On voit bien que l'astronaute et le drapeau sont éclairés par le soleil. Donc c'était le jour. Le jour, on ne peut pas voir les étoiles et la Voie lactée parce que l'éclairement du soleil est bien plus important que l'éclairement des étoiles. Alors la différence, c'est que sur la Lune, le ciel il n'est pas bleu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Je vous rappelle que sur Terre, le ciel est bleu parce que nous avons une atmosphère et que l'atmosphère filtre les rayons du soleil et n'en garde que la composante bleue. C'est pour ça que le ciel est bleu. Sur la Lune, le ciel est noir parce qu'il n'y a pas d'atmosphère et donc la lumière du soleil n'est pas filtrée. Mais cette photo a été prise de jour, et le jour, que ce soit sur la Lune, sur la Terre ou n'importe où, on ne peut pas voir les étoiles parce qu'elles n'éclairent pas assez par rapport au soleil. Voilà. Troisième point, à 44 minutes 43 secondes, on nous montre une nouvelle image, décomposée en deux parties, en haut, en bas. En haut, on voit un ciel avec des étoiles, etc. En bas, on voit une photo prise de l'espace avec la Terre, d'ailleurs qui est courbée. Hein. Donc c'est une fausse photo, mais ils s'en servent quand même de référence. D'après eux, hein, c'est une fausse photo puisqu'il y a une courbure. Et donc cette image nous dit, si les gens pensent qu'on peut voir les satellites dans l'espace, depuis la Terre, alors pourquoi ne peut-on pas les voir depuis l'espace? Alors on a déjà répondu à cette question plusieurs fois il me semble, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les satellites, d'autres l'ont fait. Depuis la Terre on peut voir des points minuscules dans le ciel la nuit parce que ils nous renvoient la lumière du soleil, que ce soit les étoiles, la Lune, les satellites, l'ISS, ou tout objet qui passent dans le ciel. Les météorites, les étoiles filantes, hein, ce sont des météorites qui passent, elles nous renvoient de la lumière, on les voit passer dans le ciel, alors qu'elles sont très loin, mais on les voit. Pourquoi? Parce qu'elles nous renvoient de la luminosité du soleil. Pourquoi on ne peut pas voir les satellites depuis l'espace? Alors d'une, quelles sont les images qui nous parviennent de l'espace? Celles de l'ISS en particulier. L'ISS a braqué ses caméras vers la Terre. La plupart des satellites orbitent au-dessus de l'ISS. Donc, on ne peut pas voir les satellites depuis l'ISS à moins de changer l'orientation des caméras et de filmer vers l'espace. Ce qui n'aurait aucun intérêt. Le but des caméras de l'ISS est de filmer la Terre. D'autre part, pour que on puisse voir passer un satellite dans le champ de vision de la caméra de l'ISS, il faudrait que celui-ci soit à une distance suffisamment proche. Or, la NASA et les autres agences spatiales font le nécessaire pour que la trajectoire de l'ISS et les trajectoires des satellites ne se croisent pas pour éviter tout problème de collision, d'interférence, de tout ce que vous voulez. Donc il y a très peu de probabilité pour qu'un satellite passe dans le champ de vision des caméras de l'ISS. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Après, si la NASA voulait, elle pourrait orienter la caméra pour nous montrer des satellites, mais ils n'ont aucun intérêt à le faire. Le seul intérêt qu'ils auraient, ce serait de prouver aux partisans de la Terre plate que oui, effectivement, on peut filmer un satellite depuis une caméra d'un autre satellite ou de l'ISS. Mais ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils n'ont pas à prouver ça, puisque tout le monde, sauf les défenseurs de la Terre plate, tout le monde sait qu'il y a des satellites dans l'espace et qui tournent autour de la Terre. Voilà, point. Bon. Point suivant et image suivante présentée dans ce live à 46 minutes 20 secondes, une image de montgolfière décollant dans le ciel.
où on nous pose cette fameuse question: mais comment font-elles pour rester au-dessus du même endroit alors que la Terre tourne à 1600 km/h? Ils disent bien dans leur argument: l'air tourne en même temps que la Terre. Mais apparemment, c'est difficile à concevoir pour eux. Pourquoi? Parce que pour eux, apparemment, l'air ne fait pas partie de la Terre. L'air est soumis à la gravité. Ce sont des particules physiques, de l'hydrogène, de l'eau, l'oxygène, de l'azote, etc. Donc elles ont une masse, donc elles sont attirées vers le centre de la Terre par la gravité, comme tout élément physique. Alors, l'un des participants dit que, apparemment, quelqu'un aurait dit que la gravité n'avait pas d'effet sur les gaz. J'ai jamais vu ça, moi, personnellement. À partir du moment où un élément physique a une masse, cette masse va faire que l'élément est attiré vers le centre de la Terre par la gravitation. Point barre. Donc l'air a tendance à être attiré vers le centre de la Terre. Alors sa masse est nettement plus légère que d'autres éléments. C'est pour ça que c'est, on va dire, entre guillemets, moins attiré, mais l'air est attiré vers le centre de la Terre. Et donc, toute l'atmosphère tourne en même temps que la Terre. Et plus on va être proche de la croûte terrestre, plus l'air va suivre le mouvement. Plus on va s'éloigner dans les couches de l'atmosphère, plus cette vitesse va ralentir et plus la densité de l'air, c'est-à-dire le nombre de molécules d'air au centimètre cube ou au décimètre cube ou au kilomètre cube, est plus petit. Si on prend l'exemple de l'ISS qui est à 400 km d'altitude, il y a encore de l'air, mais très peu. Il y a encore de la gravité. Si l'ISS s'arrêtait de tourner à 28 000 km/h, elle tomberait, elle serait attirée par la Terre. Elle ne tombe pas parce qu'elle tourne à 28 000 km/h et que la force centripète a tendance à la repousser de la même force que la gravité l'attire. C'est pour ça qu'elle reste à la même altitude. Donc pourquoi les montgolfières restent au même endroit? Parce que les montgolfières sont portées par l'air, elles s'envolent grâce à de l'air chaud et l'air chaud a tendance à monter. Ça, c'est un principe physique, ça n'a rien à voir avec la gravité, c'est-à-dire que la force provoquée par l'air chaud fait que la montgolfière monte parce que cette force est plus élevée que la gravité. Quand l'air refroidit, l'air froid, l'air refroidi n'a plus autant de force et donc la gravité reprend le dessus, la montgolfière redescend. Mais elle va suivre le mouvement de la Terre parce qu'elle est dans l'air et l'air tourne avec la Terre. C'est aussi bête que ça, je ne vois pas pourquoi l'air ne tournerait pas en même temps que la Terre. Il n'y a pas de distinction. On a déjà fait plein de vidéos sur ce sujet-là. Si vous prenez l'exemple du train, quand le TGV roule à 300 km/h, l'air qui est à l'intérieur du TGV, il va aussi à 300 km/h. Et donc si on lance un avion en papier dans un wagon du TGV, il va avancer par rapport à un point de référence qui sera le TGV. Donc l'air dans le TGV suit le mouvement du TGV. L'air de la Terre suit le mouvement de la Terre. Voilà, c'est tout. Bon. Ensuite, ils viennent sur l'effet Coriolis, demander à des pilotes de montgolfière. Moi, j'en ai déjà côtoyé. J'en connais qui font de la montgolfière pas loin de là où j'habite. Bien sûr qu'ils savent qu'il y a l'effet Coriolis et ils vous diront que dans l'hémisphère nord, quand ils descendent et qu'ils se posent, ils ont tendance à aller vers la gauche et que voilà, ils le savent. Mais c'est tellement lent comme mouvement une montgolfière que l'effet Coriolis n'a pas d'impact. C'est très 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 faible. Donc ils l'ont, mais c'est corrigé par leur mouvement d'atterrissage. Voilà, c'est des pilotes, ils corrigent, ils savent tout ça. Donc n'importe quel pilote connaît l'effet Coriolis et est capable de le gérer dans ses manipulations. Élément suivant présenté, c'est une image
décomposés en haut, en bas. En haut, on nous montre un petit bonhomme qui regarde un arbre depuis la terre, il regarde tout droit, ses yeux sont à hauteur de l'arbre, et un petit bonhomme qui est en hauteur, pour regarder l'arbre, il va regarder vers le bas. Et on nous dit que sur la terre plate, l'horizon il est toujours plat. Alors, correction, l'horizon, ce n'est pas le point de fuite. L'horizon, c'est là où on regarde. C'est-à-dire que quand on est sur la terre et qu'on regarde droit devant nous, on va regarder en face, c'est l'horizon. Horizon horizontal. Donc on regarde de manière horizontale en face de nous. Ce qui est devant nous, c'est l'horizon. Quand on est dans un avion à 10 000 mètres d'altitude, l'horizon, il est à 10 000 mètres d'altitude. Ce que vous confondez, c'est l'horizon et la surface de la Terre. Donc si on veut regarder la surface de la Terre, plus on est haut, plus il faut qu'on baisse la tête. Et ça, que ce soit plat ou que ce soit courbé, c'est strictement pareil. Sur une terre plate, si vous montez en haut d'une montagne et que vous voulez regarder l'horizon, il faudra regarder vers le bas. On est d'accord ? Si vous regardez tout droit en face de vous quand vous êtes sur le Mont Blanc, vous verrez un point qui est à 4800 mètres d'altitude en face de vous. Vous ne verrez pas le sol. Si vous voulez regarder le sol, que ce soit sur une terre plate ou sur un globe, il faut baisser la tête. Donc l'élément proposé là n'a aucun sens. Ce que je voudrais relever là-dedans, c'est la partie basse de l'image. C'est-à-dire que pour eux, sur une terre plate, on ne voit qu'à une certaine distance. Au-delà de cette distance, on n'est plus capable de voir. Pourquoi ? Il n'y a rien qui nous empêche de voir plus loin que leur flèche jaune, là où le soleil descend et que le chien voit. Pourquoi on ne verrait pas plus loin que ce point-là ? Qu'est-ce qui empêche qu'on ne voit pas plus loin ? La perspective ? Non, la perspective, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Si vous vous mettez en haut du Mont Blanc, que le ciel est parfaitement dégagé, qu'il n'y a aucune perturbation atmosphérique, rien du tout, vous pourrez voir aussi loin que vous voulez. Prenez des jumelles, vous verrez encore plus loin. Prenez un télescope, vous verrez encore plus loin. Voilà. Comment peut-on voir la Lune dans le ciel ? Elle est bien plus loin que 5 km ou 10 km. Et pourtant, on la voit. Que ce soit sur une terre plate ou sur un globe. Si on prend leur valeur, alors ils n'ont pas de valeur définie, mais si on prend l'exemple de la Lune, si la Lune est à 6000 km d'altitude, on la voit. Donc notre vue est capable de voir quelque chose qui est à 6000 km. Pourquoi en regardant tout droit devant nous, notre vue s'arrêterait à 4 ou 5 km ? On voit à 6000 km s'il n'y a rien qui nous empêche de voir devant nous. Donc leur élément de dire la perspective nous empêche de voir au-delà, c'est faux. C'est complètement faux. La perspective, ce n'est pas ça. La perspective, c'est le fait que les lignes parallèles qui sont sur les côtés de notre vue, plus elles sont éloignées, plus on les voit avec un angle de fuite. Cet angle de fuite fait que au loin, on a un rapprochement de ces lignes parallèles. Elles sont de plus en plus proches parce que c'est de plus en plus petit pour notre vue. On a l'impression que les lignes se rejoignent, mais elles ne se rejoignent jamais. C'est parce que ça devient très 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 loin, que c'est très 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 petit, qu'on n'est pas capable de le discerner avec l'œil humain. Mais quand on reprend un télescope, ce qu'on voyait tout petit au loin devient plus gros et on voit qu'on recule ce point de fuite. Voilà. Donc leur idée de la perspective, pour moi, c'est pas bon, c'est pas juste. Et donc à partir de là, si pour eux la perspective c'est ça, forcément ils se trompent sur certaines vues, sur certaines conclusions. Donc je reviens à dire, quelle que soit la forme de la Terre, si on est en altitude, il faut baisser la tête pour voir le sol, au loin comme au près. Et ça ne change pas, que ce soit un globe ou une terre plate. Alors, petite parenthèse, à ce moment-là, donc à 48 minutes 30, on entend dire que si on ne comprend pas ça, c'est qu'ils ne peuvent rien pour nous.
Sauf que nous, on comprend très bien qu'il faut baisser la tête pour regarder au loin. On comprend très bien ce qu'est l'horizon, c'est le point qui est en face de nous. On a très bien compris la perspective. Il y a des millions de photographes qui utilisent la perspective. Il y a des millions d'artistes, de peintres qui utilisent la perspective pour faire des tableaux. Donc on sait ce que c'est que la perspective. On nous dit que nous avons un logiciel qui fonctionne sous Windows 4 et eux sous Linux. Alors déjà Windows 4, moi je connais pas. Windows 3.1, Windows NT, ouais à la rigueur. Mais voilà, donc nous sommes moins intelligents qu'eux parce qu'on a un programme dans notre cerveau qui est retardé par rapport au leur. Et après c'est nous qui sommes insultants. Donc il ne faut pas venir dire qu'on dit aussi des choses, des fois de manière un petit peu véhémente, énervée. Quand on entend ce genre d'idiotie, je suis désolé, mais non. Dans les deux camps, il y a des gens intelligents, il y a des gens moins intelligents. Que ce soit chez les défenseurs de la Terre plate ou dans les 99,999% de la population qui sait et qui croit que la Terre est un globe, il y a des gens intelligents et il y a des gens moins intelligents. Donc les personnes qui disent ce genre de propos, voilà, essayent de nous rabaisser alors que c'est leur élément, leur argument de dire que nous les rabaissons et nous les traitons d'idiots. Non, on ne traite pas les défenseurs de la Terre plate d'idiots, on essaye simplement de leur montrer et de leur expliquer ce qu'ils, j'allais dire, ne comprennent pas, mais non, c'est pas ça. Ce qu'ils ont mal compris, ou ce qu'ils ont mal appris, ou ce qu'ils interprètent mal. Donc on ne dit pas qu'on est plus intelligent qu'eux, on dit simplement qu'on va essayer de leur montrer que leur manière de penser n'est pas la bonne. Et que je dis pas que la nôtre est la bonne, je dis simplement que d'autres personnes, depuis des millénaires, ont fait des recherches, ont fait des études, ont fait des expériences qui nous montrent que ce qu'ils nous ont dit est vrai. Donc voilà, il faut pas être naïf non plus, on va pas réinventer la poudre tous les jours, ou le fil à couper le beurre si vous voulez. Des gens ont fait des expériences pour nous, pourquoi ne les croirait-on pas? Ensuite, on nous présente une image à 1h04. À gauche, la Lune vue le jour aux États-Unis. À droite, la Lune vue en Australie la nuit. Et on nous dit que ce n'est pas possible de voir la Lune en même temps aux États-Unis qu'en Australie. Alors, premier élément, cette image n'a aucun justificatif. Donc on ne sait pas à quelle heure ont été prises les photos, à quel endroit ont été prises les photos, quel jour, la date, rien. Alors pour chercher si c'est vrai, c'est compliqué. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire un montage avec une photo de la Lune la journée et une photo de la Lune la nuit, prise au même endroit, vous dire que ça a été pris aux États-Unis et en Australie. Voilà, donc là on croit, enfin il croit, un photomontage qui n'est pas prouvable, on n'a aucun élément pour savoir d'où ça a été pris, à quelle heure, etc. Mais il la croit. Par contre, un photomontage de la Terre, il ne le croit pas. Donc il faudrait savoir, soit on croit les photomontages, soit on ne croit pas les photomontages. Deuxième élément, si on prend Google Earth, on se met au-dessus de l'océan entre les États-Unis et l'Australie, on peut voir quoi? Qu'on voit un petit bout de l'Australie et qu'on voit un petit bout des États-Unis. Alors, si on est aux États-Unis, par exemple à Los Angeles, et qu'on est aux États-Unis, il me semble, sur la côte est, Sydney ou autre, je ne sais plus, à vérifier, on peut voir la Lune au même moment, puisque on est dans la même moitié, on est aux limites de la moitié, mais
Si la Lune elle est au-dessus de la Terre au niveau du point central de cette image, des gens à Los Angeles peuvent voir la Lune et des gens en Australie peuvent voir la Lune au même moment. Donc c'est un élément plus que léger. Autre élément qui m'a fait réagir, à 1h56, on nous montre un photomontage avec à gauche une photo des étoiles qui forment un cercle sur un time-lapse et à droite une image du modèle héliocentrique avec le Soleil, les planètes qui tournent autour et qui avancent, qui tournent dans notre galaxie. Et l'intervenant dit comment on peut avoir une image des étoiles qui est parfaitement rond, alors que, vu les mouvements de la Terre qui tourne autour du Soleil et que celui-ci avance, on devrait avoir des étoiles qui bougent dans tous les sens. Bon. Premier élément de réponse, la photo de gauche représente, allez, on va dire 24 heures pour avoir le cercle complet des étoiles par rapport à l'étoile polaire. Donc le time-lapse en haut à gauche, on va dire que ça représente une journée. En bas à droite, le modèle héliocentrique où on voit le Soleil avancer et la Terre tourner autour. Si on regarde bien, alors si on prend, je ne sais pas où est la Terre, j'arrive pas à voir sur l'image, disons que c'est un des petits points qui tourne autour du Soleil, il y a plusieurs tours. Les ellipses là font les formes de ressorts, ce que vous voulez, les vagues, les sinusoïdes, il y a au moins un tour et demi. La Terre autour du Soleil a besoin de 365 jours. Donc, la photo représentée en bas à droite représente au moins 450 voire 500 jours. Donc on ne peut pas comparer 24 heures à gauche, un jour, et 500 jours à droite, déjà. Ensuite, deuxième élément, les étoiles que l'on voit dans le ciel, la Voie lactée tourne, et donc les étoiles avancent de la même manière que le Soleil. Donc si on regarde les étoiles dans le ciel, elles n'ont aucune raison de changer de position par rapport au Soleil, puisqu'elles suivent le même mouvement de rotation dans notre galaxie. Donc ce qu'on voit le 1er janvier 2017, on le reverra le 1er janvier 2018. Alors, je vous corrige tout de suite, oui, effectivement, ça change très très légèrement. Il y a les histoires de précession tous les 26 000 ans. Pourquoi ? Parce que le Soleil n'a pas un mouvement strictement circulaire autour du centre galactique. Il monte, il descend, il n'est pas tout à fait sur le plan équatorial tout le temps, blablabla, blablabla. Mais pour rappel, la galaxie fait un tour sur elle-même en 250 millions d'années, je crois. C'est-à-dire que depuis l'existence de notre système solaire, on a fait à peu près 20 fois le tour de la galaxie. Donc imaginez, pour qu'il y ait un changement au niveau des étoiles qu'on voit dans le ciel, il faut des millions d'années. Donc entre votre naissance et votre mort, les étoiles n'auront pas bougé dans le ciel. Enfin, n'auront pas bougé. Si, elles tournent puisque la Terre tourne. Mais c'est le seul moyen de voir bouger les étoiles, c'est parce que la Terre tourne. Ou parce que le dôme a un superbe écran géant qui projette des étoiles et qui tourne. Mais voilà, donc c'est impossible d'avoir l'espèce de dessin montré en haut à droite où les étoiles vont dans tous les sens. Les mouvements des planètes autour du Soleil et les mouvements des étoiles dans la galaxie sont quand même bien synchrones, sont uniformes, j'allais dire, c'est pas le mot, mais réguliers. C'est-à-dire qu'on avance tout doucement, c'est très très lent et c'est harmonieux. Voilà. Donc on ne peut pas avoir un dessin comme présenté en haut à droite.
J'avance un peu plus loin dans le live et je vais à 4h46. Et là, l'intervenant nous montre un beau schéma avec des calculs mathématiques trigonométriques avec le rayon de la Terre, un arc de 90 degrés. Il utilise Pythagore pour nous dire qu'entre, par exemple, le pôle Nord et l'équateur, on va avoir une corde qui fait 9020 km. Donc le calcul est juste. Et ensuite, on nous dit qu'entre la surface de la Terre et le milieu de cette corde, on va avoir 999 km. Alors là, c'est complètement faux, parce que pour calculer cette distance, il fait la longueur de l'arc, 10 000 km, moins la longueur de la corde, 9000 km. Alors, faux. Pour calculer cette distance entre la croûte terrestre et la corde, il faut couper le triangle en deux et calculer la hauteur, en fait, du triangle qui est dessiné. Alors, on peut couper le triangle en deux et on se retrouve avec un triangle rectangle qui a l'hypoténuse à 6378 km, un côté qui fait 4510 km, et donc la hauteur à calculer, on peut reprendre Pythagore puisqu'il l'utilise très bien, on va trouver que cette hauteur vaut 4510 km aussi, puisque c'est un triangle isocèle rectangle. Et donc que la hauteur entre la croûte terrestre, entre l'arc et la corde, c'est pas 999 km, c'est 1868. 2 fois plus. Ensuite, il nous explique que si on a une hauteur de 999 km entre la croûte terrestre et la corde, ça représente 11 km par degré. Parce qu'il dit que ça, c'est sur 90 degrés. Mais en fait, les 999 km, on les a avec 45 degrés. Et on les perd avec les 45 degrés suivants. Donc leur histoire de hauteur par rapport à la tangente, machin, la réflexion est fausse. La courbe de la Terre, c'est un cercle. Et donc, la hauteur qu'on perd par rapport à la courbure augmente de manière carrée, avec une formule au carré. C'est pour ça qu'on dit qu'on a tant de centimètres de courbure par kilomètre carré, etc. Donc plus on va s'éloigner, plus cette courbure va grandir de manière proportionnelle. C'est-à-dire qu'au départ, la courbure va faire qu'on a une hauteur faible, et plus on va s'éloigner, plus cette hauteur va prendre de l'amplitude, mais de manière non linéaire. Donc de manière avec un élément au carré. C'est pour ça qu'à 1 km, on a par exemple 7 cm, à 2 km, on n'a pas 14, on a 20, à 4 km, on n'a pas 40, on a plus de 50, voire 60 cm, etc., etc. Donc le début du calcul était juste, la suite du calcul est complètement fausse. Alors, question marquée sur le schéma, comment se fait-il que l'on puisse voir des bateaux à l'horizon sur l'océan qui n'ont même pas 50 mètres de hauteur à plus d'1 kilomètre de distance? Eh bien, à plus d'1 kilomètre de distance, à 2 km par exemple, la courbure c'est 20 cm et quelques. À 4 km, j'ai plus les valeurs de mémoire, mais on peut retrouver, c'est 50 cm. Donc pour voir un bateau disparaître par la courbure, il faut qu'il soit très très loin, à plusieurs dizaines de kilomètres, ou 10 km ou 20 km, je ne sais plus, mais ça c'est vérifiable, il suffit d'aller voir les calculs de la hauteur qu'on perd par rapport à la distance. Ça se trouve, la formule elle est établie, elle est utilisée par des milliers, voire des millions de personnes qui l'utilisent dans leur métier. On ne va pas revenir sur l'histoire des géomètres, etc. Mais oui, c'est utilisé, on sait la calculer, et là, ce calcul présenté est faux. Alors, je finirai sur cette image par une réflexion de l'intervenant qui dit « D'après mes connaissances mathématiques apprises à l'école ». Alors déjà, il n'a pas bien tout appris, parce que pour calculer la différence entre l'arc et la corde, il n'a pas su la calculer, donc ses connaissances mathématiques sont pas tout à fait correctes. Mais c'est pas sur ce point-là que je voudrais revenir. Il utilise ses connaissances mathématiques apprises à l'école pour démontrer que les connaissances astronomiques apprises à l'école sont fausses. Par contre, les connaissances mathématiques sont justes.
Alors il devrait remettre en cause aussi les formules mathématiques qu'il utilise. S'il utilise Pythagore, il l'a appris à l'école. Et ça c'est vrai. À l'école on vous apprend que la Terre est ronde, et ça c'est faux. Alors il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Soit on croit tout, soit on ne croit rien. Soit on dit que ce qu'on apprend à l'école, tout est juste, soit on dit que ce qu'on apprend à l'école, tout est faux. Et donc on ne peut pas utiliser les mathématiques qu'on a apprises à l'école pour démontrer que la Terre n'est pas ronde, qu'on vous l'apprenne ou pas à l'école. Donc là, il y a une incohérence dans la réflexion. Si on veut prouver que la Terre est plate parce qu'on ne croit pas ce qu'on nous a appris à l'école, on ne peut pas utiliser les maths qu'on nous a appris à l'école. Ou alors il faut prouver que les maths qu'on a appris sont justes. Ça devient compliqué quand même. Hein. Bon, tout ça pour dire que si on utilise les maths qu'on apprend à l'école, pourquoi on n'utiliserait pas l'astronomie qu'on nous apprend à l'école? On utilise la physique qu'on nous apprend à l'école, on utilise le français qu'on nous apprend à l'école. Pourquoi remettre en question une science et pas les autres? Voilà, c'est ma réflexion sur le sujet. Alors il y aurait encore beaucoup à dire, il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait reprendre dans les vidéos des différents participants et des différents défenseurs de la Terre plate. Alors, je vais redire encore une fois que si de notre côté on fait des vidéos soi-disant pour vous prouver que la Terre est ronde, c'est pas le but. Le but de nos vidéos, c'est pour expliquer des choses qui, pour nous, ont été mal comprises par eux. Voilà. Donc, pour essayer de vous permettre de corriger votre réflexion et de mieux comprendre ce qu'on a essayé de vous apprendre à l'école et que vous remettez en cause. Mais voilà, nous, on n'a pas l'intention de prouver que la Terre est ronde. Ça a été fait il y a plus de 2000 ans par des astronomes de renom qui ont fait les expériences nécessaires parce qu'à cette époque-là, ils n'en avaient pas la certitude. Aujourd'hui, on en est certain, on l'a prouvé un nombre inconsidérable de fois. On va dans l'espace, on envoie des satellites, on fait des photos qui pour vous sont fausses peut-être, mais elles ne le sont pas. Un satellite, quand il est envoyé dans l'espace, il n'a pas pour but de prendre une photo de la Terre. Aucun intérêt. Il est envoyé dans l'espace pour permettre des communications, des éléments de connexion de la population, GPS, avoir des photos satellites pour voir comment les nuages bougent et pouvoir prédire le temps qu'il va faire. Voilà, le but d'un satellite, c'est pas de faire une photo de la Terre, puisque c'est acquis pour quasiment tout le monde que la Terre est un globe. Il n'y a aucun intérêt d'envoyer un satellite pour faire une photo et prouver quelque chose qui est admis. C'est comme si on demandait à un photographe d'aller faire une photo de la Tour Eiffel pour être sûr qu'elle existe. Voilà, on sait qu'elle est là, la Tour Eiffel. Donc on n'a pas besoin de prouver qu'elle existe et qu'elle est bien là, qu'elle est en forme de tour, qu'elle fait 300 mètres de haut, etc. C'est établi, tout le monde le sait, tout le monde le croit, et on peut le vérifier en y allant. La Terre, c'est plus compliqué, on ne peut pas facilement décoller chacun pour aller dans l'espace et vérifier que c'est une boule. Bon, si on avait les moyens de le faire, ce serait simple, et ça vous permettrait de voir qu'effectivement, la Terre, c'est une boule. On n'a pas les moyens d'envoyer tout le monde dans l'espace pour vous montrer que c'est une boule. D'autres l'ont fait, d'autres le font. On a des vidéos, certes de la NASA, que vous considérez comme plus gros complot de la Terre, mais non, le but de l'exploration spatiale, c'est de découvrir de nouvelles choses, de nous permettre d'évoluer, de nous permettre de voir d'où on vient, comment on est arrivé là. Par exemple, de savoir comment la Terre s'est formée, pourquoi on a la Lune qui tourne autour de la Terre. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer comment une Terre plate se serait formée? Elle vient d'où? Donc vous remettez en cause des choses qui sont établies, vous vous reposez des questions qui ont déjà été posées, et donc vous en rajoutez encore sur d'autres dont on n'a pas les réponses. Ça devient quand même
compliqué. Enfin bref. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire sur ces différents points. Je ferai certainement une autre vidéo pour répondre aux questions qu'on a pu me poser dans les commentaires, parce qu'il y en a énormément, mais ça demande beaucoup de temps de récupérer les questions, de les mettre dans l'ordre, de construire les réponses de manière claire. Donc j'essaierai de faire une vidéo pour répondre à beaucoup de questions qui ont été posées dans les commentaires de la manière la plus simple et claire possible, mais ça demande un certain temps pour la construire. Donc à bientôt et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à regarder les vidéos, à commenter les vidéos et surtout prenez le temps de la réflexion, reprenez les éléments quand vous n'êtes pas sûr, allez chercher les réponses. On trouve beaucoup de choses sur internet qui nous permettent d'avoir un avis sur différentes choses et ne pas rester bloqué sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà, merci, à bientôt.